faites du bruit pour celui que vous êtes venu voir, s'il vous plaît. Lorenzo Mancini. Je ne sais pas si vous le saviez, mais j'étais ce qu'on appelle un enfant timide. Alors, attention, hein, pas timide radical, genre qui stiffe de la colle et qui a comme meilleurs amis les cailloux. Non, c'est pas ça. C'est juste que je fais partie de cette catégorie de gens qu'on appelle introvertis. Je ne sais pas si vous connaissez la définition exacte. Je vais vous la donner. Introverti, personne qui tire son énergie de son monde intérieur, de ses propres réflexions, de ses sentiments personnels, jusqu'à ce qu'il découvre l'alcool. Ouais, c'est vrai, sans alcool, un introverti préfère ne parler à personne. Avec de l'alcool, tu préfères qu'il ne parle à personne. Moi, après le spectacle, vous me donnez 2 rhum coca, je commence à montrer des photos de mes enfants à tout le monde, alors que j'ai pas d'enfants. Mais c'est fou. C'est fou en tant qu'enfant timide de me retrouver ici sur scène. Moi, je sais que si je suis là, c'est grâce à ma mère qui, quand j'étais petit, m'obligeait à faire des exercices pratiques pour combattre ma timidité. Par exemple, elle m'obligeait à parler à des gens que je ne connaissais pas. Voilà, j'ai la seule maman au monde qui disait à son enfant « Surtout, parle aux inconnus !» Allez, va faire un tour avec le monsieur, vas-y. Je me rappelle, elle m'a envoyé seul chez le boucher parce qu'elle savait que la seule chose qui était plus forte que ma timidité, c'était mon envie d'avoir une tranche de saucisson. Ma récompense, si j'accomplissais ma mission, c'était de la nourriture. Voilà, j'ai été éduqué comme un chien. Ma grande sœur a toujours voulu un animal de compagnie, mes parents non, je suis le compromis. À 2 doigts de m'appeler Kiko. Alors, je me moque de ma famille, mais au fond, je suis hyper reconnaissant parce que grâce à ma mère, j'ai surmonté ma timidité. Et grâce à ma sœur, aujourd'hui, je ramène super bien la baballe. Alors, aujourd'hui, je suis plus timide, ça va, mais j'ai encore quelques séquelles d'introverti. Par exemple, quand je sors de mon appartement et que j'entends que mon voisin de palier sort aussi, j'attends. Vous faites ça aussi. Le problème que j'ai, c'est que mon voisin aussi est introverti. Il attend aussi. Non, vraiment, on joue à ce jeu étrange. Le premier qui sort a perdu. Moi, j'ai une théorie, tu mets que des introvertis dans un immeuble, il y en a d'office un qui meurt de faim. Complètement fou d'être ici. Aussi parce que dans la vie de tous les jours, moi, je suis architecte. Voilà, ça, j'aime bien le dire en début de spectacle. Comme ça, si vous ne me trouvez pas marrant, vous pouvez toujours me contacter pour la rénovation de votre appartement. Et je ne serai pas venu pour rien. Bon, si vous ne trouvez pas drôle et que vous n'avez pas de projet de rénovation, ben, désolé. Mais dites-vous qu'il y a pire comme situation dans la vie. Moi, j'ai un client qui n'a pas du tout aimé sa nouvelle maison. Je lui ai dit, t'inquiète, tu peux venir voir mon spectacle. Il n'est pas là. Jamais venu. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu ce besoin de comprendre comment les choses sont construites. Moi, j'avais une obsession pour tout ce qui était constructible. Tu sais, les Playmobil, les Lego, les puzzles, tout ça. Et encore aujourd'hui, j'ai ce besoin de construire des trucs avec mes mains. Moi, je suis fan, par exemple, des origamis. Ça veut dire que je peux transformer n'importe quel papier en animal. Super utile. Non, vraiment, c'est vrai. Quand t'es un peu dans la dèche, tu transformes tes factures en lapin. Ouh! Chez moi, j'ai un petit chat, il s'appelle Proximus. Moi, en tant qu'architecte, quand je regarde les origamis, je me pose toujours cette question. Je me demande toujours, est-ce que je dois juger la forme finale de l'origami ou essayer de comprendre la complexité de ses plis? Voilà, je vais faire 1 heure de spectacle là-dessus. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je parle de ça parce que quand j'étais petit, je voulais déjà être architecte. Je me rappelle, je lisais mon premier livre d'architecture en maternelle. J'étais un enfant un peu précoce. C'était un livre un peu technique sur les différentes manières de construire une maison. Ça s'appelait les 3 petits cochons. Morale de cette histoire, si tu ne construis pas bien ta maison, tu vas te faire manger par le grand méchant loup. Et à l'époque, moi, j'avais vraiment peur du grand méchant loup parce que j'étais un peu rond et je sentais bien que s'il fallait manger quelqu'un, j'avais pile les dimensions d'un porcelet, vraiment. Moi, quand j'étais petit, je courais avec des bonnets en poche, je ressemblais à une tirelire qui s'évade. Et si cette blague nous fait pas rire, essayez d'imaginer une tirelire qui s'évade. Bon, si cette blague ne vous fait toujours pas rire, n'oubliez pas que vous êtes venus jusqu'ici un vendredi soir, ce serait con de pas rigoler à une seule blague. Et je sais très bien qu'on est jeudi, je le sais. Mais j'ai écrit cette blague un vendredi. Marrant. Moi, quand j'étais petit, je savais pas que j'étais rond. Tu sais, c'est la société qui te dit que tu es rond. Enfin, moi, quand je dis société, c'était ma première compétition de judo. Vous voyez, ce sport cruel où tu combats par catégorie de poids. Bah, bizarrement, dans la mienne, tous les enfants avaient de la barbe.
Mais c'est fou parce que mes parents m'ont toujours poussé à faire du judo alors que ça se voyait que j'étais nul. Et d'un côté, je trouve ça beau, mes parents me disaient inconsciemment, Lorenzo, tu en es capable. D'un autre côté, je me suis toujours demandé, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est vrai, moi si j'ai un enfant qui louche, je le pousse pas à devenir tireur d'élite. Non mais c'est vrai, tu lui mets pas une arme entre les mains, si déjà les yeux ouverts, il touche jamais la piñata. Mes parents, ils croyaient en moi plus que moi-même, je croyais en moi et c'est trop beau. Enfin, surtout ma mère. Parce que mon père, il croyait en moi, mais lui, il était plus pragmatique. C'est-à-dire qu'après les compétitions de judo, il me disait toujours cette petite phrase, discrètement. Il me disait « T'en penses quoi du tennis ?» Ça, c'est les familles italiennes. Tu sais, on te nourrit beaucoup trop, tu es trop gros pour faire du judo, mais on te soutient jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous savez, la recette d'une famille italienne, 50% d'amour, 50% de féculents. Le symbole de la famille italienne, chez nous, c'est la nonne. C'est pas la grand-mère, c'est notre grand-mère. C'est cette personne qui n'a qu'un seul but dans la vie, c'est que tu vides son frigo. Moi, ma grand-mère, elle faisait un truc très bizarre. Chaque fois qu'elle me proposait à manger et que je lui disais non, elle comprenait oui. Je disais non, elle comprenait oui. Je disais non, elle comprenait oui. Alors j'adore Angèle qui chante que non, c'est non. On voit qu'elle connaissait pas ma grand-mère. Et attention, je dis pas qu'elle a inventé l'agression sexuelle. Hein. Je dis juste qu'elle essayait de mettre des trucs dans ma bouche sans mon consentement. Ah, c'est vrai, tu sais, parce que quand un enfant a faim, qu'est-ce que tu fais? Tu joues à l'avion pour le faire manger. Ma grand-mère pilotait l'avion d'Al-Qaïda, voilà. Son but dans la vie, me faire exploser. Quand t'avais plus faim, elle utilisait des méthodes de manipulation pour te faire sentir coupable. Elle te regardait presque la larme à l'œil comme ça, et elle te disait « Oh, Lorenzo, mais pourquoi tu ne manges plus ?» J'aime bien lui faire un accent, parce qu'elle n'avait pas d'accent. Pourquoi? Pourquoi tu ne manges plus? Tu n'aimes pas ce que je t'ai préparé pendant des heures? C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, ta grand-mère est vieille, c'est peut-être le dernier repas qu'elle te prépare. Ah, c'était une folle, tu mangeais pas, t'as l'impression qu'elle allait se foutre en l'air. Elle utilisait aussi cette méthode que les personnes âgées utilisent pour faire manger les petits-enfants. Elle me disait, tu sais, il y a des petits Africains qui meurent de faim en Afrique. Et ouais, si tu continues, il y aura surtout un petit Italien qui va mourir du diabète en Belgique. Moi, je crois que ma grand-mère, c'était un pervers narcissique. C'est parce que quand tu avais bien tout mangé pour lui faire plaisir, elle te regardait 1 heure plus tard et elle te disait « T'as pas un peu grossi, toi ?» Mais quelle pute, vraiment. Elle te reproche un truc dont elle est elle-même coupable. C'est comme si ton enfant de 6 mois qui a pleuré toute la nuit te regardait le matin et te disait « T'as mauvaise mine, toi !» Alors, je sais que c'était de l'amour, je sais que c'était sa manière, elle, de nous donner de l'amour. C'est juste qu'à cause de ça, moi, aujourd'hui, j'ai une relation très étrange avec la nourriture. Je suis tout le temps faim, vraiment. Premier degré, je pense tellement tout le temps à manger. La fois passée, j'ai vu le bœuf faire du pole dance. Ça m'a fait penser à la viande qui tourne au snack. Ça veut dire, moi, je rentre dans un strip club, je jette pas de l'argent. J'ai des oignons et de la sauce andalouse. Ah, tout ça à cause de ma grand-mère. Moi, je sais que si je vais sur Koh Lanta aujourd'hui à cause de ma grand-mère, après 3 heures sur l'île, si j'ai pas reçu mon goûter, je commence à estimer qui est le plus dodu du groupe. Et ça ferait de moi quelqu'un de grossophobe, et vu mon passé de petit rond, je suis pas grossophobe. Moi, je suis tellement pas grossophobe, pour moi, la Terre, elle est pas ronde, elle est normale. Franchement, si vous n'aimez pas ce genre de blague, je m'excuse déjà pour la suite du spectacle. Ça va être tellement long. Je sais que si je vais sur Koh Lanta aujourd'hui, il va y avoir un combat moral entre l'ancien moi, petit rond, qui a subi le jugement des autres, et le moi du présent, qui a tout le temps faim et qui veut manger Mélanie. Et je sais très bien que s'il y a un combat aujourd'hui entre mon estomac et mon cerveau, c'est Mélanie qui perd. Et je suis trop introverti pour lui dire en arrivant sur l'île, Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Pour ton bien, il faut vraiment que tu perdes du poids. Non, c'est pas parce que tu es ronde, Mélanie, tu es magnifique, mais c'est juste qu'avec tes petits bourrelets, dès que tu t'approches du feu, putain, tu me donnes faim. Moi, je sais que sur Koh Lanta aujourd'hui, j'aurais eu mon propre documentaire sur Netflix. Vous imaginez entre Pablo Escobar et l'arnaqueur de Tinder, Lorenzo, le boucher de Koh Lanta, sponsorisé par De Vos Lemens. Le premier candidat à terminer l'émission en ayant pris 7 kilos. Tout ça à cause d'une personne. En même temps, toutes les personnes qu'on croise dans nos vies font de nous des gens complètement différents, c'est vrai. La vie, c'est un peu comme l'effet papillon. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une théorie qui dit que toutes les coiffeuses ont un papillon tatoué sur l'épaule. Non, l'effet papillon, c'est une théorie qui dit que le battement d'aile d'un papillon au Brésil pourrait provoquer une tornade au Texas. Qu'un seul petit événement dans vos vies peut faire de vous des gens complètement différents. Et c'est vrai qu'on pourrait tous être des versions différentes de nous-mêmes dans d'autres situations. Je prendrai un exemple très concret. Poutine, s'il était né en Suisse, il ne ferait pas la guerre. Voilà. S'il était né en Amérique latine, il serait peut-être même prof de Zumba. Sur Instagram, il s'appellerait Vladi Zumba, le coach le plus chaud de Medellín. Ah ouais, moi qui aime bien comprendre comment les choses sont construites, je me demande toujours comment on devient une version de nous-mêmes plutôt qu'une autre, c'est vrai. Moi, c'est pour ça que j'ai une passion pour les gens un peu extraordinaires, les gens un peu chelous. Moi, je regarde tous les reportages sur les gens bizarres. J'ai un reportage préféré, c'est Alfred le Pingouin. Vous connaissez, par applaudissement, il y a des gens qui connaissent Alfred le Pingouin. Oh là là, bon public, je vous aime. Alfred le Pingouin. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur YouTube après le spectacle, vous tapez Alfred le Pingouin, vous allez tomber sur un Belge de 65 ans qui est persuadé d'être un pingouin. Je répète cette information. Il y a un Belge de 65 ans qui est persuadé d'être un pingouin. Il est déguisé en pingouin face à la caméra et il explique à tout le monde que tous les jours il va au zoo pour parler à ses cousins, les pingouins. Je répète cette information. Tous les jours, il va au zoo parler à des animaux qui ne le comprennent pas. Mais je veux savoir ce qu'il y a dans sa tête, qui a dessiné les plans de son cerveau, c'est passionnant. En plus, il est mi-pingouin, mi-belge. Mi-animal, mi-beauf, quoi. Quand le journaliste il lui demande « Est-ce que vous savez faire le cri du pingouin ?» Il fait « Ah non, ça, les cris aigus, je laisse ça à ma femme. » Il n'y a rien qui vous choque dans cette phrase. Il a une femme, putain! Nous, on se casse le cul à écrire des descriptions stylées sur Tinder, à faire du sport. Lui, il chope déguisé en oiseau. Mais c'est un génie. C'est passionnant. Et des fois, je me pose cette question. Qu'est-ce qui est plus bizarre? Un homme qui se prend pour un pingouin ou un homme qui a comme passion de regarder un documentaire sur un homme qui se prend pour un pingouin? En vrai, je me moque de Alfred le Pingouin, mais au fond, je suis hyper admiratif parce qu'il n'a pas peur du jugement des autres, il n'a pas peur d'être lui-même, et c'est dur de faire ça. Tu sais, on est dans une société où on se juge tous. Si on peut être la personne la plus gentille du monde, on juge, c'est sûr. T'es la personne, je sais pas, t'es super gentil, t'es Mère Teresa, t'arrives chez ton nouveau dentiste, il lui manque 2 dents, c'est sûr que tu juges. Et c'est normal, à la base, on juge par instinct de survie, je sais pas si vous le saviez. Mais moi, je crois que dans notre société actuelle, on devrait se méfier des gens qui ont l'air normaux. C'est parce qu'eux, ils nous cachent des trucs. Moi, je vous dis ça parce que j'ai déjà eu une conversation avec des potes sur nos fantasmes sexuels. Et il y a un de nos potes qui nous a dit, je cite, « Les gars, je suis trop chaud de coucher avec une morte. » Même réaction que vous. Nous, on lui a dit, mais nous, on parlait de fantasmes genre déchirer des sous-vêtements. Toi, tu parles d'enfreindre la loi. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte à ce moment précis que pour lui, l'expression « va niquer tes morts », c'est pas une expression. Tu sais, quand tu lui parles d'honorer les morts à la Toussaint, il pense pas directement fleuriste. Là, je crois que sur l'échelle des fantasmes, on l'attache à l'échelle. Hein. Ah, c'est fou, on n'aurait jamais pu deviner cette facette de sa personnalité. C'est comme l'architecture, tu sais, des fois, la façade ne reflète pas ce qui se passe à l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est que la seule différence entre Alfred le Pingouin et lui, c'est qu'il y en a un, il est bizarre, ça se voit, et l'autre, il est bizarre et ça se voit pas. Non, mais pour comprendre les gens qui sont autour de vous, même les gens les plus proches, il faut s'intéresser au fond, pas à la forme, à ce qui se passe à l'intérieur, à leurs secrets. Un peu comme dans cette émission super stylée, Secret Story. Non, mais c'est vrai, parce qu'ils ont aussi des vies incroyables avec des secrets super stylés du style je suis un vampire, je parle aux morts, j'ai lu le Becherel, enfin des vrais secrets, quoi. Après, on sait que leurs secrets ont été inventés pour la télé, mais heureusement, parce que s'il y a vraiment un candidat qui peut parler aux morts, ça veut dire que le jour où tu meurs, t'as peut-être déjà beaucoup, beaucoup souffert. Mais en plus, tu peux recevoir un appel, c'est Brandon de la saison 4. Il te parle qu'en subjonctif, il commence toutes ses phrases par « si j'aurais ». Oh, là, si t'as encore un doute, t'es en enfer. Non, c'est fou, c'est fou. Je me suis rendu compte qu'on avait tous notre jardin secret, même les gens les plus proches. Et depuis, moi, je joue à ce jeu de deviner le secret des gens qui m'entourent. C'est passionnant, on pouvait essayer. Surtout en Belgique, où malheureusement on a mondialement été reconnu parce qu'il y en a certains qui s'amusent à cacher des secrets dans leur jardin. Et ce qui est fou, c'est qu'on ne les reconnaît pas physiquement, vous ne pouvez pas les reconnaître, alors que statistiquement, les amis, il y en a un dans cette salle. Mais attention, vraiment, on n'est pas là pour se juger.
Mais venez, on essaye de le trouver tous ensemble. Faites un truc, regardez autour de vous et en vous basant uniquement sur le physique, essayez de deviner qui roule en camionnette blanche. Le jeu malsain, mais marrant, mais malsain. Ce serait un peu comme le loup-garou. Vous savez bien, le loup-garou, on avait une grande discussion tous ensemble pour essayer de deviner qui est le loup-garou de la salle. Moi, je crois que c'est Monsieur Philippe, parce que ça fait 4 fois qu'il me dit qu'il a des bonbons dans sa voiture. Il est toujours dans la petite profondeur alors qu'il nage très bien. Et il a regardé le film Les choristes sans le son. Venez, on fait un truc. On lève tous le doigt. On lève tous le doigt comme à l'école. Voilà. Et maintenant, à 3, comme dans le loup-garou, on désigne tous quelqu'un. 1, 2... On va pas faire ça. Ah, je vous ai vu me pointer du doigt, bande de bâtards. On va pas faire ça. Non, parce que moi, je crois qu'on ne devrait pas faire ça. Parce que je sais que moi, j'ai tendance à juger des gens différents de moi avec ma propre grille de lecture. Mais c'est con de faire ça. C'est un peu comme si tu critiquais un Playmobil parce qu'il n'arrive pas à tousser dans son coude. Mais c'est pas parce qu'il veut pas, c'est juste qu'il est différent. Non, mais c'est vrai. T'insultes jamais un tétraplégique parce que jamais il propose de débarrasser la table. Non. Bon, ça, évidemment, c'est des exemples physiologiques, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous, au fond de nous, des comportements compulsifs qu'on n'arrive pas à maîtriser. Moi, je vous l'ai dit, c'est la nourriture, et je vais vous faire un deuxième aveu, c'est aussi les jeux de mots. Voilà. Le summum du plaisir, pour moi, c'est les jeux de mots sur la nourriture. Moi, je rentre dans un stack, on me dit salade, je réponds salade alaikum. Et je sais que c'est nul, hein. Je sais que c'est gênant, mais c'est mon cerveau qui m'y oblige. Moi, dans mon cerveau, je sais pas pourquoi, il y a un type qui s'appelle Roger, il a 77 ans, il est fan de motus et des blagues carambars. Tu peux lui dire de pas faire de jeux de mots, ça ne sert strictement à rien. Et il est là depuis toujours. Hein. Moi, je me rappelle ma blague préférée quand j'étais adolescent, c'est ma mère qui me demandait « Est-ce que tu peux couper les oignons grossièrement ?» J'étais là « Salope !» C'est un débile. Ce que je veux dire, c'est que la seule différence entre le loup-garou, mon pote qui est persuadé que le cimetière c'est Tinder, et moi, c'est que leurs pulsions sont punies par la loi, alors que moi, au pire, un policier me dit papier s'il vous plaît, je lui dis ciseaux s'il vous plaît. Un grand moment de solitude, c'est vrai. D'où viennent ces pulsions? C'est ça la question. Moi, je crois que mes pulsions de nourriture viennent du fait que ma grand-mère m'a toujours trop nourri alors que j'avais pas faim, et ces pulsions de nourrir les gens viennent du fait qu'elle n'a pas toujours pu subvenir aux besoins de ses propres enfants. Pour comprendre comment on fonctionne, comment on se comporte, il faut comprendre d'où on vient. Et moi, j'ai été chercher, Lorenzo, c'est d'origine italienne, des mêmes racines que Laurent, le laurier, et que Zo, le zoo, ce qui démontre bien que je descends du singe, vu que le seul Laurent dans un zoo, c'est Laurent Houtan. Voilà. Ça, c'est le genre de blague que Roger écrit, je n'y suis pour rien. Vraiment... Non, moi j'aurais voulu vivre à l'époque de mes grands-parents, j'aurais voulu vivre, connaître mes origines, parce qu'eux ils m'ont expliqué, ils ont vécu l'époque un peu compliquée des Italiens en Belgique. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'était l'époque où c'était l'après-guerre, on travaillait dans les mines, et on a découvert que vous mettiez de la crème fraîche dans les pâtes carbonara. Très très dur, très très dur. Non, il paraît qu'à cette époque, il était écrit au-dessus des restaurants « Interdit aux chiens et aux Italiens ». Choquant. Moi, j'ai cette chance, on a cette chance de vivre dans une société où ce genre de discrimination n'est plus possible. Aujourd'hui, ce serait impossible de voir au-dessus d'une boîte de nuit écrit « Interdit aux chats et aux Arabes ». Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous, vous avez compris, aujourd'hui, c'est plus possible de l'écrire. Je dis pas que c'était mieux avant, mais au moins c'était moins hypocrite, c'est vrai. Au moins c'était clair, interdit aux chiens et aux Italiens, à moins d'être italien et aveugle, tu n'essayais pas de rentrer. Et encore, si t'étais aveugle, t'avais un chien qui lui-même n'essayait pas de rentrer. Non, mais j'ai du mal à croire que j'ai connu mon grand-père, qui lui-même a connu une époque où on mettait sur le même pied d'égalité les chiens et les Italiens. Ça devait être tellement humiliant. Enfin, ça c'est ce que je me disais jusqu'à ce que je découvre quelques Italiens de la Louvière. Depuis, je me dis, il y a peut-être aussi quelques chiens qui ont mal vécu cette injustice. J'adore faire des blagues sur les animaux, parce que j'adore vraiment les imaginer sur le même pied d'égalité que nous. Je me demande toujours si les animaux ont les mêmes problèmes que nous, les humains. Tu sais, on a évoqué le racisme.
Je me demande, est-ce qu'il y a du racisme, je sais pas, entre les pigeons et les colombes, tu vois? Est-ce qu'il y a un pigeon d'extrême droite un jour qui a dit oui, il y a trop de blancs, les colombes rentraient en Colombie. Oui, c'est encore un jeu de mots, et alors? Mais c'est une vraie question, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a de la jalousie entre les chiens et les chats? Que pensent les poneys de la coupe mulet? Est-ce que les baleines souffrent de la grossophobie? Est-ce que les flamants roses aiment leur langue maternelle? Est-ce qu'il y a des moutons complotistes? Les chats de peau contre l'épilation? Les crevettes font-elles de la musculation? Est-ce que les étoiles de mer connaissent le Kama Sutra? Omar Sy est-il l'acteur préféré des crustacés? Si oui, Steven Seagal est peut-être l'acteur préféré des insectes. Simba aime-t-il la chanson Papa Outé? Est-ce que les trois petites cochonnes ont enfin réussi à construire une maison close? Alors, je vous préviens, des fois je fais ce qu'on appelle un humour de délire qui peut être long. C'est un humour, si vous rentrez pas dans le délire, ça peut être long. Moi, je crois pas que les problèmes des humains soient les mêmes que les problèmes des animaux, mais je crois qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur les animaux. Je vais vous expliquer une petite histoire. La fois passée, j'avais un peu trop bu. J'avais bu une bière, 7 rhum coca et 12 shots de tequila Red Bull. Honnêtement, je suis d'accord avec toi, avec le recul, je me suis dit peut-être que la bière était de trop. Non, vraiment, ça m'a fait un mélange dégueulasse. Je crois que même des iguales n'auraient pas fait ce mélange. Quand je me suis réveillé, j'étais pas bien. Vraiment, j'avais l'énergie d'un pilote de Formule 1 qui revient du ski. Là, vraiment, j'étais pas bien. J'étais tellement pas bien qu'il y a un moustique qui en a profité pour abuser de moi. Vous voyez ce genre de moustique vicieux qui vous regarde tout excité pendant la nuit et qui vous dit « Oui, mais dormir à moitié nu, ça veut dire oui !» Perd son âme. Ce connard est mort et je suis pas en train de dire que je l'ai tué, c'est juste qu'il a sucé tellement de tequila. Et moi, je trouve ça con de mourir comme ça parce que tous les moustiques devraient apprendre que c'est super risqué de sucer un mec que tu connais pas. On apprend beaucoup de choses avec les animaux. Il y a un scientifique belge qui a découvert que l'alcool serait nocif pour les animaux. Vraiment être scientifique et belge pour découvrir ça. Je me demande comment il l'a découvert, honnêtement. Est-ce qu'il a mis tous les animaux dans une pièce et il leur a donné de l'alcool un par un? Parce que ça s'appelle juste un EVG. Non, mais moi, j'aurais pu lui dire que l'alcool est nocif pour la santé. Moi, je sais ce que j'ai déjà fait à cause de l'alcool. Moi, j'ai déjà vomi dans ma chaussure à cause de l'alcool. Et depuis, mes potes, ils m'appellent Cendrillon, ces bâtards. Ah, mais ça, c'est les potes, ils connaissent pas ta date d'anniversaire, mais ils se rappellent que t'as dormi une fois dans un buisson en 2008 et ils te le rappellent tout le temps. Peut-être 2 fois, c'est bon, ok. Non, l'alcool, ça nous fait faire des trucs fous. Moi, j'étais avec un pote la fois passée, je sors de soirée et on va manger parce qu'on a faim. Il est 5h du matin, on se retrouve derrière 2 policiers. Et il y a un policier qui dit « pita, supplément, maïs ». Là, je vois mon pote, je vois son regard, je connais ce regard. C'est un regard qui prépare une blague. Et je connais mon pote à ce taux d'alcoolémie, pour lui, la blague a plus d'importance que le concept de liberté. Il a dit, je cite, « Comme par hasard, un poulet qui mange du maïs !» Est-ce qu'il l'a dit qu'une fois? Non. Il le disait de plus en plus fort parce que son but c'était que le policier l'entende et se retourne. Il se croyait dans The Voice, le bâtard. Il voulait quoi? Que le flic se retourne et lui fasse « Je te veux dans ma prison ». Le policier était gentil, le policier n'a rien dit. Et donc, le pote était déçu. Donc en partant, il lui a dit « Je suis bourré et je roule ». L'alcool, ça c'est vraiment l'alcool qui nous fait faire des trucs complètement fous. Et en même temps, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, c'est un article qui disait que selon une étude d'Oxford, commencer une phrase par « selon une étude d'Oxford » lui donne plus de crédibilité. Excellent. Selon cette étude, l'alcool dévoilerait notre vraie personnalité. Ça fait peur, hein? Il y en a 2-3 qui sont en train de se dire « Putain, ma vraie personnalité, c'est que je suis un gros déchet !» Il y a peut-être même 2-3 qui se disent « Je le savais que je n'étais pas vraiment végétarien. »
Non, mais je sais que sous l'influence de l'alcool, j'ai tendance à lancer des grands débats philosophiques. Il paraît que dépassé 4 heures du matin, je peux même avoir des débats dans des langues que je ne connais pas. J'en déduis que ma vraie personnalité, c'est d'être un grand philosophe espagnol qui s'appelle Pepito. Pendant ces soirées, ces débats, j'ai appris 2 choses. La première chose, c'est que manger un gâteau en espagnol, ça veut dire manger un chat. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que plus je me posais des questions sur un sujet, plus ça m'amenait à me poser plein de questions sur plein d'autres sujets. Je me suis rendu compte que j'étais encore un peu comme un enfant de 3 ans qui demande toujours pourquoi à ses parents ou pourquoi s'il est bourré. Il paraît qu'un enfant de 3 ans pose environ 437 questions par jour. C'est beaucoup, hein. J'ai compté, c'est plus que Julien Lepers en une émission. Ceux qui ne connaissent pas Julien Lepers, vous venez de rater une très bonne blague. Non, ouais, je me suis toujours posé plein de questions. Depuis que je suis tout petit, je me rappelle, j'avais 6 ans, j'ai demandé ça à ma mère. Je lui ai demandé pourquoi on repasse les chemises. Elle m'a répondu une réponse de maman à son enfant. Elle m'a dit, on repasse les chemises pour effacer les plis, parce que les plis, c'est mal poli. Moi, j'étais là, non. Si on repasse tout ce qui a des plis, on va repasser mamie. Non. Tellement mignon. Non, mais ça, c'est les enfants, ils se posent des questions pour apprivoiser le monde qui les entoure, et c'est normal. Moi, je me demande comment ils font aujourd'hui pour apprivoiser le monde qui les entoure. J'ai l'impression que les enfants, aujourd'hui, ils n'ont plus droit à l'insouciance. Aujourd'hui, ta fille de 6 ans, elle peut encore croire au Père Noël et être au courant de la fonte des glaces. Elle lui envoie des lettres en Laponie et elle sait qu'il n'y aura bientôt plus de Laponie. Non, mais c'est fou. Moi, j'ai vu la fois passée une fille de 6 ans faire la morale à ses parents sur l'écologie. Et d'un côté, je trouvais ça trop beau. En même temps, j'avais envie de lui dire, mais est-ce que tu es au courant que la chose la moins écologique que tes parents ont fait, elle n'était pas au courant. Non, c'est fou. Les enfants, aujourd'hui, n'ont plus droit du tout à l'insouciance. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il paraît que les enfants de 11 ans, aujourd'hui, vivent leurs premières expériences sexuelles. 11 ans, moi, ça m'a choqué. Moi, j'ai une cousine, elle a 16 ans. Je me suis dit, peut-être, c'est déjà une cougar. En 2 ans, ce serait une MILF. Ouh. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une MILF, c'est un mot horrible qu'on utilise pour les mamans qui sont jugées encore désirables. En gros, c'est la mère de l'expression française « je vais niquer ta mère ». Une expression inventée par Freud et reprise par son disciple Booba. Moi, quand j'ai appris ça à 11 ans, la première chose que j'ai fait, j'ai été sur Google, j'ai tapé « sexualité enfant ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais que Google retient tout. J'ai tapé « sexualité enfant » pour un ami. Non, mais parce que moi, je me suis demandé, mais jusqu'où on peut aller dans la sexualisation des enfants? C'est quoi la prochaine étape? On va lancer Tinder Kids, on va créer des mini-capotes Gouba Bibel. Oh, mais t'imagines avec un emballage en cire rouge pour que tu puisses jouer à la plasticine juste après que t'es Ken. Oh, vraiment, 11 ans, c'est tellement tôt. Et en même temps, je me dis même 30 ans, c'est tôt. Moi, je rêverais, honnêtement... Non, honnêtement, je rêverais vivre dans un monde où vous et moi, on n'a aucune notion de tout ce qui est lié à la séduction, à la sexualité. C'est un monde où les plombiers seraient juste des plombiers. Non, mais c'est vrai, un monde où quand Penelope Cruz te propose d'aller boire un dernier verre chez elle, tu lui dis non merci, j'ai plus soif, et tu rentres chez toi. Mais ça nous éviterait tellement de problèmes. C'est vrai, plus de jalousie, plus de tromperie, plus de photos de bite à 4 heures du matin. Bon, sauf si tu es urologue, urgentiste, mais bon... Là, t'es payé pour, et moi, honnêtement, pour 150 € le quart d'heure, tu m'envoies toutes les photos que tu veux. J'ai dit tu en te regardant, mais vraiment, c'était... Vraiment, c'était un tu général. Enfin, après, tu fais ce que tu veux, mais... Tu connais mon tarif. Après, moi, je crois qu'il faut quand même qu'on éduque un peu nos enfants sexuellement pour apprendre les bases. En tout cas, moi, je sais que mes parents ne me parlaient jamais de sexualité, jamais. Ils faisaient même un truc très bizarre. Quand on regardait la télé, chaque fois qu'il y a deux personnes qui allaient s'embrasser, ils changeaient de chaîne. Mais il ne faut pas faire ça, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai vécu toute mon enfance avec à chaque fois qu'il y a un moment romantique, 2 personnes se rapprochent. Paf, Patrick Sébastien. Non, mais c'est horrible. À chaque fois que je rencontre une meuf, aujourd'hui, je fais tourner une serviette. Ça n'a aucun sens. Non, franchement, il faut éduquer les enfants à la sexualité. Moi je sais que j'étais pas prêt. Et à cause de ça, vers l'âge de 8 ans,
J'ai vécu un traumatisme qui m'a vraiment dégoûté des relations hommes-femmes et ce traumatisme, je le dois au plus grand escroc de tous les temps. Le plus grand escroc de tous les temps pour moi, c'est Walt Disney. Parce que Walt, c'est un putain de menteur. Franchement, déjà, il te fait croire que si tu embrasses une meuf qui dort, tu deviens son prince charmant. Non, Walt. Si tu embrasses une meuf qui dort, tu deviens le prince charmant de ton codétenu en prison. La prochaine fois que tu dors, c'est lui qui viendra t'embrasser. Et en plus, moi, toute mon enfance, j'ai cru le prince charmant, ils vécurent heureux, ce rêve bleu, tout ça. Et un jour, vers l'âge de 8 ans, en voulant télécharger un Disney, je suis tombé par erreur sur un film, vers l'âge de 9 ans, le temps que ça télécharge, qui m'a dégoûté des relations hommes-femmes, vraiment, qui a brisé mon innocence. Tu sais, en termes de surprise, c'est un peu comme si tu trouvais un plug anal dans ta Magic Box, tu vois. Sur le principe, ça pourrait t'exciter, mais c'est juste 10 ans trop tôt. Moi, je comprenais rien à ce film. Il n'y avait pas une chanson, pas un animal, même pas un objet qui parle. Mais c'est quoi ce Disney? Avec le recul, je me dis heureusement qu'en plus dans ce film, il n'y avait pas un animal. C'est quand j'ai vu le titre de la vidéo que j'ai compris que c'était pas un Disney. Ça s'appelait Grosse salope se fait défoncer le cul. Alors, même à 8 ans, tu comprends que c'est pas la suite d'Alice au pays des merveilles. À la limite, ça serait appelé Sex Toy Story, j'aurais pu avoir un mini doute. Je sais pas s'il y a des auteurs de scripts de films pornographiques dans la salle, mais notez, hein, Sex Toy Story, un bijou. C'est l'histoire de Woody, un vieux sextoy en bois, qui est jaloux parce qu'il y a un nouveau sextoy qui s'appelle Buzz l'éclair. Et lui, il vibre, il aspire et t'envoie vers l'infini. Et au-delà... Non, ouais. Moi, je me demande encore aujourd'hui pourquoi on met des titres si violents. Et moi, je pense qu'on devrait mettre des titres de vidéos plus doux et plus proches de la réalité. Moi, j'aurais mis un titre genre Jeune femme en parfaite harmonie avec son corps demande tendrement à son partenaire d'explorer un orifice qui, historiquement, sert à faire caca. Voilà. Ça, on dit la même chose, mais personne ne défonce personne. Non, le summum, le symbole pour moi de la violence de la sexualité, c'est un jour un mec qui s'est dit « Chérie, je t'aime, tu es la femme de ma vie, et si je te frappais le visage avec ma bite ?» Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il s'est dit « J'aime la bagarre, j'aime le sexe, bam, bagarre avec mon sexe !» C'est marrant parce que chaque fois que je parle de ça sur scène, je vois dans la salle un couple qui se regarde l'air complice. Et tu vois que la femme regarde l'homme en lui disant « Je te l'avais dit, ça n'a aucun sens !» Je sais pas vous, hein. Oh, c'est dur d'éduquer les enfants. Je crois que vraiment notre génération, on l'a compris. J'ai lu ça il y a pas longtemps, c'est un article qui disait que selon une étude d'Oxford, les jeunes adultes feraient de moins en moins d'enfants pour des raisons écologiques. Vous savez ce que j'ai compris en lisant cet article? J'ai compris que je n'ai aucun ami écolo. Alors vraiment, moi, tous mes amis ont ce besoin narcissique de vouloir repeupler le monde de tout petits êtres qui leur ressemblent. Attention, vraiment, j'ai rien contre les enfants. La preuve, mon meilleur ami a lui-même été un enfant. Non, je regrette juste que depuis que mes amis sont devenus parents, ils m'invitent plus à aller faire la fête à Ibiza, au carnaval de Rio. Non, maintenant on m'invite le dimanche après-midi à des goûters d'anniversaire d'enfants de 3 ans sur le thème de la jungle. Ouh! Fiesta loca! Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, c'est très simple. En gros, tu es assis entouré d'enfants qui crient déguisés en animaux et de mamans qui crient déguisées en leggings d'animaux. Cette soirée, il n'y a pas d'alcool, pas de meuf, ça se termine tellement tôt. Quand tu rentres chez toi, tu te fais des pâtes parce que c'est l'heure de manger. Je dis pas que les piñata mouglis fait pas une bonne ambiance. Hein. Je dis juste qu'on n'entendra jamais un enfant rentrer d'un goûter et dire hey, les gars, tout ce qui se passe dans la jungle reste dans la jungle. Elle avait un sacré cul cette girafe. Jamais. Je crois que les scénaristes de Disney ils sont encore foutus de ma gueule. C'est parce que toute une vie dans la jungle, entouré d'animaux qui parlent, Tarzan a l'air heureux. Moi, après 3 heures, j'étais pour la déforestation. Vraiment. Je me suis dit, tu sais quoi, les gens qui ont voté Bolsonaro, c'est peut-être juste des gens qui ont raté le carnaval de Rio à cause d'un goûter. Voilà, blague politique, déguisée en blague pour enfants. Le génie, vous en voulez une autre? Oui, Lorenzo, allez, c'est parti. C'est un chien qui demande à Kim Jong-un « Elle est où la démocratie ?»
et paf le chien. Après, je me moque des enfants, mais c'est pas du tout parce que je les aime pas, c'est parce qu'ils me font peur. Ce qui me fait peur dans le fait de faire des enfants, bon, évidemment, à part les cris, les pleurs, les couches, l'absence de vie sexuelle, l'absence de vie sociale, le coût financier, les vacances à Disney et les chansons de Choupi, non, ce qui me fait vraiment peur, c'est le poids de la responsabilité. C'est parce qu'un enfant, quand il vient au monde, c'est une sorte de feuille blanche et tu fais ce que tu veux d'une feuille blanche, c'est vrai. Tu prends Léonard de Vinci, il a pris une feuille blanche, il a créé la Joconde. Francky Vincent, il a créé « Tu veux mon zizi ?» Résultat très différent, et pourtant, à la base, c'est la même feuille blanche. Il y en a un qui a créé un chef-d'œuvre, et l'autre, la Joconde. Moi, quand j'analyse ma vie aujourd'hui, je me dis toujours, Lorenzo, tu n'es pas assez responsable que pour faire des enfants. Et je dis ça parce que si moi, aujourd'hui, j'ai un enfant qui m'appelle à 4 h du matin, bourré, pour que je vienne le chercher, il y a des chances pour qu'à cette heure-là, moi aussi je sois bourré. C'est toi, viens me chercher, égoïste, va. Non, je sais que je ne suis pas assez responsable parce que si j'avais un fils aujourd'hui, je l'appellerais Luc, juste pour pouvoir lui dire « Luc, je suis ton père !» Mais en tant qu'adulte responsable, tu peux pas faire ça. Et je me demande toujours comment tu fais pour éduquer un gamin quand au fond c'est toi le plus grand des gamins. C'est vrai parce qu'à ce moment ton enfant il grandit, il devient adolescent et il commence à te poser des questions existentielles du style Papa, est-ce que je suis moche ? Je sais pas, Luc. Pourquoi tu me demandes ça à moi ? Demande ça à ta copine. J'ai pas de copine. Ben voilà, t'as peut-être une partie de la réponse. Que la force soit avec toi. En réalité, ce qui m'inquiète, c'est de devenir papa et d'être incapable de comprendre les préoccupations de mon enfant. C'est parce que ton enfant, c'est quand même le symbole de la société qui évolue dans ta maison. C'est-à-dire qu'à la base, toi qui lui enseignes la vie, mais à un certain moment, c'est lui qui t'apprend des choses quand il te parle de TikTok et du polyamour. Et moi, j'ai peur de me retrouver face à des situations que je ne maîtrise pas. Tu sais, j'ai peur d'être un jour face à mon fils qui me dit « Papa, je vais quitter la maison avec ma copine Géraldine et son mari Bernard. » Je dis pas que c'est pas bien, moi je dis juste, c'est pas dans mes codes. Moi j'ai jamais entendu, tu sais, dans Disney, Jasmine dire à son père, Papa, je vais quitter le palais avec Aladdin et Jafar. Tout ce que je sais, c'est que moi je veux pas me retrouver dans 10 ans dans une manifestation avec une pancarte où il y a écrit une famille, c'est un papa plus une maman, ou un papa plus un papa, ou une maman plus une maman. Mais pas 2 papas plus une maman, ou 2 mamans plus un papa, ou 3 papas plus une maman, ou 4 papas plus une maman, ou 4 mamans plus... Je vous ai parlé de l'humour de délire qui peut être long ou pas? Ou 5 papas plus... Est-ce que je serai un bon père? C'est ça la question. Et dans l'état actuel des choses, j'ai l'impression d'être complètement irresponsable. Malgré mon irresponsabilité, j'ai le droit de faire des enfants. Alors que pour conduire, il faut un permis. Je dis pas que le code de la route, c'est pas important. Je mets juste sur l'échelle des priorités. Qu'est-ce qui est plus urgent? Réussir un créneau ou stopper définitivement l'émission Pascal le Grand Frère? Moi, je sais. Moi, si j'étais au gouvernement, première chose que je fais, c'est un permis de faire des enfants. Voilà. Je sais que je jette à chaque fois un froid quand je dis ça. Ne vous inquiétez pas, je parle pas d'avoir des cheveux blonds, des yeux bleus et parler allemand. Hein, c'est pas ça. Non, c'est vrai, j'ai pas envie d'être annexé par les Allemands. Vraiment. Ou sinon, on t'imagine si on était annexé par les Allemands aujourd'hui, on aurait des chaussettes dans nos sandales. Et aujourd'hui, je jouerais dans les boules de Berlin. Un jeu de mots sur la nourriture, mais quel génie! Non, je parle pas de ça, je parle juste de 1 ou 2 questions pour devenir parent qui auraient pu nous éviter des emmerdes. Exemple. Question numéro 1, éducation. Pensez-vous qu'il est possible de séduire quelqu'un avec une photo de votre bite? Réponse A, oui. Réponse B, non, sauf s'il est urologue urgentiste. Réponse C, tout dépend de la qualité de la photo. Question numéro 2, écologie. Pensez-vous, comme Booba,
Voilà, la question pourrait s'arrêter là. Pensez-vous comme Booba que le réchauffement climatique est dû à la chatte à ta mère? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, tout dépend de ta mère. Moi, je crois vraiment que Booba, il avait raison. Je crois qu'il est maladroit, mais je crois que ce qu'il voulait dire, c'est que si ta maman fait 32 enfants, elle a l'empreinte carbone d'un tracteur. Voilà. Moi, je crois que Booba faisait du rap écolo. J'ai tellement hâte d'entendre sa prochaine chanson sur les énergies renouvelables. Ta mère, elle a tellement tourné, on l'appelle l'éolienne. Au cours de l'histoire, ce permis de faire des enfants aurait pu nous éviter des emmerdes. C'est vrai. Tous les grands psychiatres le disent, les pires serial killers du monde ont eu des enfances traumatisantes. En Rod Ferrell, serial killer américain, ses parents étaient membres d'une secte satanique. Ça veut dire qu'à 4 ans, plutôt que de regarder Bob l'éponge, il assistait à des messes en latin où on égorgeait des animaux vivants. Il ne faut pas s'étonner si son hobby, c'est pas le badminton. Non, mais c'est vrai, c'est plus difficile d'être quelqu'un de bien quand tes parents ont chié dans ta poussette. Moi, je pense que l'éducation, c'est important. Ils le disaient déjà depuis Rome, depuis les Romains. Les Romains le disaient très bien. Ut bobis puer autem spongiam. Comme Bob, l'enfant est une éponge. Non, quand je vois ce que Rod a absorbé, t'es pas étonné qu'il ait envie d'égorger ses parents. C'est normal. C'est parce qu'à la base, lui et moi, on a la même feuille blanche. Ce que je veux dire, c'est que lui et moi, on peut se ressembler, se retrouver au même endroit sur Terre, imaginons, je sais pas, au rayon jardinage de chez Brico, et regarder complètement différemment la promotion sur les tronçonneuses. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai toujours voulu comprendre ce qui se passe dans la tête d'un serial killer, comme j'ai envie de comprendre le mode d'emploi de Alfred le Pingouin. Et je vous avoue qu'en écrivant ce spectacle, je me suis dit, il faudrait aussi que tu comprennes comment tu fonctionnes. Et j'ai un peu décodé la structure de mon cerveau. C'est-à-dire que dans ma tête, je me suis rendu compte que d'un côté, il y a Roger, 77 ans, fan de blagues carambar. De l'autre côté, Pépito, 3 ans, qui se demande toujours pourquoi. Il y en a un, c'est l'humoriste qui a besoin de tourner le monde en dérision, et l'autre, c'est l'architecte qui a besoin de comprendre comment les choses sont construites. Ça veut dire que mon esprit, c'est une discussion permanente entre quelqu'un qui veut construire des bâtiments bien droits, bien carrés, et quelqu'un qui lui dit « Viens, à cet endroit-là, on met un escalier qui ne va nulle part ». Comme ça, quand les gens nous demandent « Il va où ?», on peut leur répondre « Dans ton cul ». C'est ça qui se passe dans ma tête tout le temps, en permanence. Et je me suis demandé, mais comment j'en suis arrivé là? Et moi, je crois que j'ai créé Roger Pépito pour une simple et bonne raison, pour gérer mes émotions quand j'étais petit. Je vous explique, quand j'étais petit, je vous l'ai dit, j'étais introverti, j'étais timide, j'étais ce que j'appelle prisonnier de mes émotions. C'est-à-dire que mes émotions me faisaient faire des trucs que rationnellement, je ne voulais pas faire. Et c'était très difficile à vivre parce que j'avais des émotions très instables. Vraiment, la peur, l'angoisse, j'avais des émotions sur courant alternatif. Et c'est pour ça, je crois qu'il y a un célèbre électricien qui a dit les émotions, ça s'en va et ça revient. Le pire pour moi, c'était l'amour. L'amour, c'est tellement instable, l'amour. Je ne sais pas si vous avez ça, mais moi, je suis persuadé que c'est parce que l'amour est instable qu'on dit avoir des papillons dans le ventre. Parce qu'un papillon, ça vit entre 1 jour et quelques mois. Si l'amour était stable, on dirait avoir des requins du Groenland dans le ventre. Ça vit 400 ans. Ou alors avoir des Michel Drucker dans le ventre, ça vit. On ne sait pas encore combien de temps, mais... Non, l'amour, c'était compliqué. Moi, dès qu'il y avait une fille que j'aimais bien qui s'approchait de moi, mon cerveau et mes muscles se bloquaient, incapables de lui parler. Bon, ça veut dire qu'un film comme Roméo et Juliette, avec moi comme acteur principal, ça s'appelait juste Juliette. Ou Intouchable. Et je suis dégoûté parce que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans Chasse et Pêche que ce réflexe qui paralyse tes muscles s'appelle l'immobilité tonique. C'est une technique utilisée par les oiseaux dans le but d'échapper à une menace. Ça veut dire... Chaque fois qu'une fille que j'aimais bien s'approchait de moi, mon cerveau me disait « Tu es un oiseau. Ne bouge pas, ou elle va te manger. » Et je vous rappelle que la dernière personne qui s'est pris pour un oiseau s'appelle Alfred le Pingouin. Sauf que lui, il pécho, hein. En plus, j'avais ce poids sur les épaules d'être italien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mes ancêtres, à moi, c'est Aldo Macione, Rocco Siffredi et Casanova. À 3, ils ont vu plus de meufs à poil qu'une gabite d'essayage de chez Primark. Rien que Casanova, il a eu 142 femmes, les amis. 142 femmes au XVIIIe siècle, c'est un exploit. Je sais que pour Rocco Siffredi, ça s'appelle un mardi. Mais à l'époque, c'était un exploit. Et moi, je m'en foutais d'avoir plein de meufs. C'est juste que dans l'imaginaire collectif, italien est égal homme à femme. Et je sentais bien qu'Elio Di Rupo et moi, on était en train de briser les traditions.
Non, mais c'est vrai, plutôt que d'être Rocco, l'étalon italien, j'étais Calimero, l'oiseau italien. Voilà, tout triste. Ne vous inquiétez pas, hein. Enfin, même si vous n'avez pas vraiment l'air de vous inquiéter, mais j'ai résolu mon problème sentimental le jour où j'ai appris à parler latin. Je sais que cette phrase paraît bizarre parce qu'on n'imagine pas trop draguer en latin. Et c'est vrai qu'en Belgique, c'est la deuxième langue la moins utilisée pour draguer, juste après le flamand. Alors, fun fact, c'est vrai, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il paraît que les Flamands, quand ils font l'amour, ils ne parlent pas parce que ça casserait l'excitation. C'est vrai que quand tu fais l'amour, personne ne veut entendre « Oh, jaze ». « Oh, Jannig, een beetje Jeroen. Je bent sexy, Jeroen. Amai, amai, amai. De papegaai is in de kooi, Jeroen. » Personne ne veut entendre ça. Attention, et vraiment, c'est pas des paroles en l'air, hein. C'est une étude scientifique que j'ai menée moi-même. J'ai 2 voisins flamands, jamais un bruit, 2 enfants, voilà. CQFD. Après, on rigole, mais c'est horrible. Moi, depuis que je sais ça, chaque fois que j'entends le silence chez moi, je suis tranquille dans mon fauteuil, je regarde en haut vers mes voisins flamands et je me dis, ils sont encore occupés, les bâtards. Après, il y a des gens qui ont dragué en latin. Il y a des gens qui ont dragué en latin, par exemple, comme Jules César. Il a dragué Cléopâtre avec des phrases du style profilé, imaginibus, amo. Je kiffe tes photos de profil. Après, c'est pas le latin en tant que langue qui m'a aidé dans ma vie sentimentale. Je vais même vous dire un truc, le latin en tant que langue ne m'a jamais aidé tout court dans la vie. Vraiment, jamais je me suis dit, chouette, je parle latin, je vais regarder Gladiator en VO. Non, jamais. Jamais sur un CV, j'ai écrit bilingue français-latin, au cas où un des clients a plus de 1500 ans. Jamais. C'est juste que pendant mes cours de latin, on m'a parlé des grands philosophes antiques. Je ne sais pas si vous connaissez Épicure, Platon, Socrate, et eux, ils nous apprennent des choses incroyables. Rien que Épicure, il nous apprend c'est quoi le bonheur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous le savez, mais selon Épicure, le bonheur ne se trouve pas dans la richesse, l'ambition ou la gloire, mais se trouve dans la satisfaction des besoins nécessaires. Belle phrase, hein. Une belle phrase de pauvre, mais c'est une belle phrase. C'est vraiment une phrase de mec qui joue du diabolo en sarouel à un feu rouge, mais une très belle phrase. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est une phrase qui est encore applicable des milliers d'années plus tard. Elle a notamment été reprise par un des plus grands philosophes contemporains, je cite Balou, qui a dit « Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Oh oui ». Ce qui est intéressant, c'est que les philosophes antiques, en fait, c'est un peu les ancêtres du développement personnel. Ils avaient aussi comme ça des petites phrases à l'époque à mettre sur Instagrammous, du style Carpe diem, phrase qu'on connaît tous, même si on n'a pas suivi les cours de latin, parce qu'on l'a peut-être lu tatoué sur l'épaule d'une coiffeuse, sous un papillon. Le papillon qui est quand même le symbole même de l'expression carpe diem, vu qu'il vit entre un jour et quelques mois. Le papillon n'a pas le temps de faire des projets à long terme. On n'a jamais vu un papillon qui achète en viager, par exemple. Tu sais, quand un papillon te dit « je t'aime pour la vie », il prend pas beaucoup de risques. Et puis, il y avait des phrases moins connues des coiffeuses, mais tout aussi inspirantes, comme « appetens lunam non terrent », « viser la lune, ça ne me fait pas peur ». Fameuse phrase qui a notamment inspiré Elon Musk. Moi, je me demande, les tatouages des influenceuses dans 2500 ans, ils vont ressembler à quoi? C'est vrai, une coiffeuse en l'an 5000, est-ce qu'elle aura des phrases latines d'aujourd'hui? Ça me ferait rire. Wingardium Leviosa. Moi, je vais vous dire un truc, c'est un philosophe qui a un peu marqué ma vie et qui s'appelle Zénon. Zénon, c'est le père du stoïcisme, je ne sais pas si vous connaissez, mais le stoïcisme, c'est une philosophie qui dissocie les choses que tu contrôles des choses que tu ne contrôles pas. En gros, Zénon, il dit vulgairement, tout ce que tu ne contrôles pas, tu t'en bats les couilles, voilà. Zénon, c'est Kevin De Bruyne de l'Antiquité. Non, c'est intéressant, il dit tout ce que tu ne contrôles pas, tu t'en fous, parce que de toute façon, tu n'as aucune emprise dessus. 16 ans, j'apprends ça, le déclic de ma vie. Moi, depuis tout petit, j'étais emprisonné par la peur du jugement des autres. Et là, parce que mon prof de latin m'a parlé d'un influenceur qui vivait en Rome au IVe siècle avant Jésus-Christ, je me suis rendu compte que depuis tout petit, je perdais mon temps avec des choses sur lesquelles je n'avais aucun contrôle. Et c'est à ce moment précis que sont nés dans ma tête Roger et Pépito. Roger et ses blagues pour me rappeler que dans la vie, il n'y a rien de très grave, il n'y a rien de très important. Et Pépito et ses questions pour rationaliser mes émotions. Je me suis rendu compte que depuis l'adolescence, ma rationalité est devenue une sorte de filtre de mes émotions.
Un peu comme Brita, vous voyez, la carafe. Sauf que Roger, il a bien que ce soit fun, il rajoute toujours du rhum coca dedans. C'est grâce à eux que je suis passé de l'oiseau timide qui avait peur du grand méchant loup et des gentilles petites filles dans la cour de récréation à monter sur scène des années plus tard. Et c'est intéressant, quand tu montes sur scène, tu fais un peu le bilan de ta vie. Et moi, pendant ce spectacle, j'ai essayé de comprendre mon mode d'emploi. Et plus je le dépliais, plus je me rendais compte que j'avais des facettes étonnantes. C'est qu'à la base, je suis un architecte qui construit des blagues, anciennement dodu, potentiellement cannibale, philosophe espagnol, qui a peur des enfants et qui est peut-être même la réincarnation d'un oiseau. Plus je déballais ma vie, plus je me rendais compte que j'avais des plis en commun avec des gens aux apparences super éloignés de moi. C'est qu'à la base, je suis la même feuille blanche qu'un serial killer, que le loup-garou me ressemble en tant que cannibale, et que le petit oiseau que j'étais dans la cour de récréation, manipulé par de mauvaises mains, aurait pu devenir Alfred le pingouin. Pendant ce spectacle, je me suis demandé, est-ce que les animaux ressemblent aux êtres humains ? Et en fait, la question que je me pose depuis le tout début, c'est est-ce que les humains ne ressemblent pas à ces petits animaux en papier qui sont sur mon bureau ? Moi, j'ai l'impression qu'on est tous une sorte d'origami, une sorte de feuille blanche pliée par la vie dans tous les sens et qui donne des formes complètement différentes. Et moi, en tant qu'architecte, quand je vois ces origamis, je me pose toujours cette question. Est-ce que je dois juger la simplicité de la forme finale ou essayer de comprendre la complexité de ces plis ? Et en écrivant ce spectacle, je crois que j'ai ma réponse, parce que, selon une étude d'Oxford, le plus important, c'est les plis. Alors, s'il vous plaît, faites une chose. Arrêtez de repasser vos chemises. Merci les amis.